Jérusalem, c'est un haut lieu de pèlerinage pour les 3 religions monothéistes. Une ville de brassage où passent chaque année des millions de visiteurs du monde entier. Parmi eux, Vincent Michel est un archéologue français. Un amoureux des vestiges et des monuments qui témoignent de notre histoire. Chaque religion, chaque période, en fait, laisse des traces. Et donc là, on a vraiment une vue, l'une des plus belles vues, enfin, en tout cas celle que je préfère, puisqu'on a vraiment d'un seul coup d'œil, au fond, le mont des Oliviers. Et puis, au deuxième plan, on a le dôme du Rocher, qui a été construit quasiment à la même période que la mosquée d'Al-Aqsa, qui est un lieu saint important pour l'islam, puisque selon la tradition, finalement, donc Mahomet est allé jusqu'à Jérusalem, et c'est de là qu'il a connu l'ascension. Et puis avant l'islam, avant le christianisme, voilà, il y a le judaïsme qui était aussi là, voilà, avec ce mur qu'on appelle le mur des lamentations. Ce sont les derniers vestiges, si je peux dire, de ce fameux temple de Jérusalem qui a été donc détruit en 70, lors de la première révolte juive. Si Vincent Michel se rend souvent à Jérusalem, ce n'est pas que pour la beauté des lieux. Ici, il traque les objets pillés sur les sites archéologiques, comme il le fait à Dubaï, New York ou Bruxelles. Il sait que dans la vieille ville, il peut retrouver des antiquités pillées dans le souk, le quartier marchand. Dans son dédale de ruelles, des centaines de boutiques d'antiquités ou de souvenirs de Terre Sainte. En vitrine, certaines pièces éveillent déjà le doute de l'archéologue. Ce qui frappe, c'est l'état de conservation des objets. C'est-à-dire que les objets sont complets, ils n'ont pas été restaurés, donc ça veut dire qu'ils ont été découverts en l'état. Découvrir des objets comme ça en l'état, dans un contexte de fouille, c'est rare, sauf dans des contextes particuliers. Et là, on retrouve en fait des objets qui ont forte chance de provenir de nécropoles, donc de zones un peu de non-lieu, un peu cachées, un peu à l'extrémité de toute terre habitée, si je puis dire. Et ce sont vraiment des zones de vulnérabilité. Si autant d'objets, illicites ou non, se retrouvent ici, c'est que la loi israélienne est particulière. Elle stipule que tout vestige trouvé avant 1978 appartient à celui qui le découvre et n'a pas besoin de certificat d'authenticité. Une loi bien pratique pour les vendeurs, qui peuvent ainsi dissimuler l'origine des objets. C'est un morceau de mosaïque d'époque byzantine. C'est vrai que le problème des pays sources, c'est qu'on n'a qu'à se baisser et on trouve beaucoup de choses. On creuse une maison, on creuse une citerne, voilà, on trouve des choses. Dans cette boutique, Vincent Michel repère des objets soi-disant découverts avant 1978, comme ces cruches. Mais un détail ne trompe pas le regard expert de l'archéologue, des restes de terre qui prouvent que l'objet est issu d'une fouille récente. Yes, but this. Mais ça, qu'est-ce que c'est que ça pour vous? De la terre, What means this? parce qu'on ne l'a pas lavé. Yeah, why? Oui, mais pourquoi? Non, on ne l'a pas lavé. Yes. Yes. But it's a new Oui, mais c'est une découverte récente? Non, Ah si, je pense que c'est une découverte récente. Non? non, ce n'est pas permis après 1978. Yeah, I know. Oui, je sais. When I saw this, Mais quand je vois cette terre, c'est impossible qu'elle soit restée sur l'objet depuis tout ce temps. all soil, that's it. Yes, yes, yes. Comment savez-vous qu'elle a été trouvée avant 1978 ? Je l'ai acheté à un collectionneur. Quand je l'achète, je dois prendre son téléphone, son numéro d'identité, son histoire et les soumettre au département israélien des antiquités, qui l'approuve. D'accord. Ah oui, ok, donc all... Ah oui, alors toutes ces pièces ont été retrouvées avant 1978? Oui, Ok. Ah, But you have a big collection. mais vous avez une sacrée grande collection quand même, non? Car au bout de 10 ans, déjà tout ça, ça devrait diminuer. Eh oui, c'est ça, oui, oui. Thank you very much. Merci beaucoup. Malgré les arguments du vendeur, pour l'archéologue, les objets de cette boutique sont douteux. Que ce soit au Moyen-Orient, en Asie, en Europe ou aux États-Unis,
le trafic mondial d'œuvres d'art porterait sur des centaines de millions d'euros. Pilleurs, voleurs ou faussaires alimentent un marché parallèle peu scrupuleux. Et combien ça coûte ? 12 000 $. En France et en Méditerranée, Franca Sibeccini s'est engagée dans une course contre la montre pour sauver les antiquités sous-marines de la menace des pilleurs d'épaves. Et voilà, une très belle découverte. Ça a dépassé, mais très largement, toutes nos meilleures attentes. Le commerce de biens archéologiques, c'est la 3e activité clandestine au monde après le trafic d'armes, le trafic de drogue. Avec le développement des sites de vente en ligne, le nombre de transactions explose. On est frappé de voir que sur les sites de vente en ligne, il y a une proposition importante de vente d'objets avec des échelles de prix très élevées. Et ce lot de 2 fibules est mis à prix 750 €. Sur le bon coin, j'en ai plein de trucs que j'arrête pas de vendre. Mais sur une épave, vous les fusionnez pas ? Ouais. D'accord. Si vraiment ça vous plaît, on peut trouver toujours de s'arranger. Pour lutter contre ces trafics, experts et archéologues se mobilisent. Classé sur la liste rouge des zones les plus dangereuses, son patrimoine est pourtant parmi les plus somptueux et les plus riches d'Afrique du Nord. Nous sommes en Libye, où une mission très spéciale se prépare. Des voitures blindées et des gardes du corps. Pour la première fois depuis 12 ans, l'archéologue Vincent Michel retourne sur les sites pillés en Libye. S'il y a quoi que ce soit, s'il y a un danger, je sors du véhicule, je vois ce qui se passe et c'est moi qui vous ouvrirai la porte. Mon état d'esprit en revenant ici de 12 ans après, c'est vraiment une grande impatience. Et puis, oui, un sentiment aussi de crainte, hein, de retrouver des sites qui, malheureusement, sont des sites qui sont menacés d'une multitude d'atteintes, que ce soit le pillage, que ce soit le vandalisme. Vincent Michel est venu fouiller dans ce pays pendant des années. Il dirige la mission française d'archéologie en Libye. Il a été le premier à alerter sur le pillage des antiquités depuis la Révolution en 2011. Avec le printemps arabe, en fait, on s'est aperçu que la Libye a été en proie justement à un certain nombre d'exactions, enfin d'atteintes au patrimoine. Et à partir de 2013-2014, avec vraiment une expansion en 2016, eh bien, des antiquités ont pu aussi servir à financer des organisations djihadistes, Ansar al-Sharia, Al-Qaïda, où en échange eh bien, donc de Kalachnikov, de lance-grenades, eh bien, les organisations terroristes payaient et achetaient justement ces armes contre des objets archéologiques. Ce que l'on a vraiment appelé des antiquités du sang, parce que derrière justement ces antiquités eh bien, se cachent des choses très graves. Dès 2011, la Libye s'embrase. Après la chute de Kadhafi, le pays est en proie à une guerre civile et les armées de Daesh s'implantent dans le pays. L'organisation islamique s'attaque au patrimoine et pille les vestiges qu'elle revendra sur le marché de l'art partout dans le monde. Vincent Michel, l'archéologue, traverse toute la région de la Cyrénaïque pour se rendre sur le site qu'il n'a pas revu depuis la Révolution. La ville de Cyrène, à l'est du pays. Après 3 heures de route, le convoi arrive enfin aux abords de la ville, où l'archéologue cherche un lieu très spécial. Voilà, c'est là. Oui, c'est ça, c'est là. Ouais, c'est ça. Oui. Non, c'est là. En fait, c'est là. Tu vois, c'est la vue là. C'est cette vue là.
un panorama qui lui tient particulièrement à cœur. Ok. Waouh. C'est beaucoup d'émotions parce que c'est quand même la vue que j'ai découvert en fait quand je suis venu la première fois en septembre 2001. Donc ça fait 23 ans. Et je retrouve effectivement la même émotion, une espèce d'émerveillement. On n'a absolument pas conscience en fait de la beauté, de la richesse du patrimoine libyen. Et c'est là pour la première fois que je me dis, eh ben, c'est magnifique, c'est juste grandiose. Et c'est vraiment par cette vision que je suis tombé amoureux en fait de la Libye, des gens et du patrimoine. Là, c'est vraiment l'aire la plus sacrée en fait, de Cyrène, et puis qui domine effectivement le plateau intermédiaire. Puis au loin, en fait, on a la mer. Donc on a vraiment une vue panoramique sur 1000 ans d'existence de la ville. À peine arrivé, l'archéologue décide de commencer tout de suite son inspection. Il nous emmène à l'origine même de la cité, implantée juste à côté d'une source par les Grecs au 7e siècle avant Jésus-Christ. C'est de là en fait que tout a commencé. On est vraiment à l'épicentre, c'est-à-dire que c'est le noyau originel. Quand les Grecs arrivent ici, ils s'installent à côté bien évidemment de la source, ils construisent le temple, 6e siècle avant notre ère, de style archaïque, de style dorique. Et puis bien évidemment, ce petit plateau qui fait 200 mètres de long et 50 mètres de large est rapidement assez étroit. Et donc la ville va se développer en fait bien plus vers le sud. Et ça devient assez rapidement la plus grande colonie en fait grecque. La présence de ces 3 gradins, le gradin supérieur, 600 mètres d'altitude, le gradin intermédiaire, 300 mètres, et puis la plaine côtière, en fait, permettait d'avoir des récoltes sur 8 mois. Donc en fait, c'est gigantesque. Alors c'est qu'on connaît beaucoup l'expression grenier à grains pour l'Égypte, mais le deuxième grenier à grains, c'était la Cyrénaïque. Et c'est vrai que souvent on dit, voilà, la Libye est un pays connu, mais au patrimoine totalement méconnu. Sur ce promontoire s'élevaient des dizaines de temples où étaient vénérés les dieux du panthéon grec. Ils s'organisaient autour du temple majeur, le temple d'Apollon. Au sommet du site se déploient encore les restes de la ville, où l'archéologue poursuit sa reconnaissance des lieux. L'immense site est ouvert au public et très difficile à surveiller. Mais Vincent Michel sait où se trouvent les plus beaux vestiges susceptibles d'être menacés sur cette place monumentale. Eh bien, on est dans le cœur, le poumon d'une cité grecque, on est dans l'Agora, qui va se développer au cours du 5e, 4e siècle avant notre ère. Donc, il faut imaginer une ville énorme, gigantesque, 230 hectares, avec tout autour de l'Agora des marchés, des théâtres, des odéons, toutes sortes de monuments, mais aussi les populations qui vivaient en fait, à l'intérieur d'un rempart qui entourait donc, la cité. L'archéologue se dirige vers la sculpture la plus remarquable de l'Agora. Et là, donc, une magnifique victoire navale qui occupe l'extrémité de l'Agora. On voit cette magnifique femme avec cette technique du drapé mouillé qui est au sommet de la proue de ce bateau. À l'avant, le trident, après, à harponner effectivement, donc les bateaux adverses. Et ça, c'est typique justement de la volonté de ces villes dont la richesse provenait aussi du commerce maritime, de commémorer soit une bataille navale, soit pour, au contraire, faire en sorte que la prospérité maritime soit accordée grâce à cette victoire. Mais à l'approche de la statue, Vincent a aussitôt le regard attiré par une trace inquiétante. Là, c'est une macabre tentative de pillage. On voit bien justement que, alors, vraisemblablement à la Meuleuse, en fait, il y a une tentative d'extraire en fait la tête. Donc ils ont commencé par le haut, puis ils ont continué par le bas, et ils ont dû vraisemblablement en fait avoir une faille et puis donc casser la partie supérieure de la tête. Parce que l'idée c'est bien évidemment de décontextualiser, de sortir cette tête en fait de son contexte, et puis de la retrouver sur des sites de vente dans le monde entier.
Ça peut se vendre de 2, 3, 400 euros, oui, sur le marché, avec une nouvelle histoire, avec quelque chose qui décontextualise, bien évidemment, d'un contexte libyen. Hein, on ne va pas dire que ça vient de Libye. On ne va pas dire non plus que ça vient d'un pays qui est particulièrement regardé, hein, mais voilà, de l'une des provinces romaines d'Afrique du Nord, par exemple, hein, pour éviter de dire la Libye. Et puis on va dire que c'est un objet qui a appartenu à Feu, mon grand-père, etc., etc. Donc on va essayer de brouiller les pistes, hein, et puis de donner, en fait, eh bien, une fausse histoire, un faux pédigré. La lutte contre le pillage, c'est vraiment un combat. Ce patrimoine est vulnérable, il est fragile, il faut en prendre soin. Maintenant, il y a vraiment une vraie volonté de rentrer dans cet effort, en fait, hein, de vérifier la provenance des objets qu'on achète. Donc c'est vraiment alerter sur cette vulnérabilité, hein, et ne soyez plus crédules, en fait. En cas de doute, n'achetons pas. Après la découverte de cette première trace de pillage, Vincent Michel redoute ce qu'il va trouver dans la nécropole de Cyrène. En France, à Aix-en-Provence, le conservateur du patrimoine Xavier Delestre partage le même combat contre les pilleurs. Alors là, je vous emmène dans la salle qui contient les scellés des procédures judiciaires qui ont été engagées dans la région. Tous les objets qui sont là-dedans sont des objets archéologiques. Des milliers d'objets retrouvés par la police et conservés ici. Des vestiges dérobés sur des sites archéologiques de la région par des pilleurs armés de détecteurs de métaux. Alors voilà par exemple des monnaies qui sont des monnaies gauloises en argent. Et ces monnaies sont des monnaies qui proviennent de pillages avec un détecteur de métaux. Ces pièces romaines ont été saisies après un pillage du site d'Entremont. C'est une obole en argent de Marseille avec un portrait à gauche et au revers une croix et M.A. Massalia. Ces oboles datent du début de l'ère chrétienne. Beaucoup sont de très grande valeur. Là, il y a marqué 25 € l'unité. Donc, vous voyez, vous avez, si vous multipliez les 25 € par la planche, c'est une source de revenus. Sur ce plateau, il y en a pour plus de 1000 €. Mais les monnaies ne sont pas les seuls trésors. Les trafiquants déterrent aussi des broches utilisées dans l'Antiquité pour agrafer les vêtements. Là, on a, par exemple, dans cette boîte, près de 400 fibules qui ont été saisies dans différentes procédures. Voilà une très belle fibule qui est une fibule du 1er siècle de notre ère, une fibule dite à queue de pan, qui est en parfait état, hein, elle est complète. Et puis là, déposées en vrac, d'autres fibules dont certaines ont le prix. Et ces fibules, elles sont complètes, elles ont l'ardillon encore, donc avec des prix variables, 55, 28, 65. Ce qui fait aussi l'objet de l'intérêt des pilleurs, c'est la matière. Et lorsque ces pilleurs tombent sur des objets en or, bien évidemment, pour eux, c'est bingo. Et là, vous avez quelques-uns des objets qui proviennent de ces axes de pillage, des bagues romaines, des monnaies romaines. Ici, une monnaie du Bas-Empire et du Haut-Empire. Voilà, ce sont des monnaies romaines en or. Vous avez ici des monnaies qui sont des monnaies gauloises, on appelle des globules, là aussi en or. La région PACA est aussi depuis des années une plaque tournante pour le trafic d'objets antiques. Il y a deux caractéristiques dans cette région, c'est des objets qui proviennent de pillages des sites archéologiques et des objets qui proviennent de pillages extérieurs et qui sont arrivés sur le territoire régional par différentes voies, soit des voies maritimes, soit des voies terrestres, soit des voies aériennes. Et les objets que vous avez là, ce sont des objets romains
qui proviennent pour l'essentiel d'Afrique du Nord et de pillages de sites archéologiques. Alors, ce sont des objets qui sont souvent complets. Ces objets sont complets parce qu'ils ont été trouvés, pour l'essentiel, dans des nécropoles. En tant qu'archéologue, en tant que responsable d'un service de l'archéologie, on ne peut être qu'attristé de voir la recherche appauvrie par des actes de délinquance. Xavier Delestre ne fait pas que déplorer les actes de pillage. Il traque sans relâche leurs auteurs sur Internet, là où les objets volés sont mis en vente en toute impunité. On est frappé de voir que sur les sites de vente en ligne, il y a une proposition importante de vente d'objets avec des échelles de prix très élevées. Vous voyez, une obole, très jolie obole, 115. Obole tête à droite, 149. Obole à l'ethnie rare, précisé, 340 €. Une autre obole, 79 €. Une monnaie de Massalia obole, 229 €. Je vois par exemple en ce moment sur eBay, là il y a un drachme de Marseille, eh bien cette monnaie, elle est mise à prix 1499 €. Lorsqu'on regarde sur ces sites, on est frappé aussi de voir la quantité de ces annonces. Superbe fibule, ancienne fibule romaine. Là, il y a un lot de 2 fibules, et ce lot de 2 fibules est mis à prix 750 €. Donc là, on n'est pas dans du domaine de le patrimoine et l'histoire m'intéressent, on est dans du négoce. Et malheureusement, au fil du temps, on s'aperçoit que le marché s'accroît. Et ça, c'est vraiment, pour nous archéologues, une problématique à prendre en compte, c'est que la denrée patrimoniale est en train de disparaître. De plus en plus d'enquêtes aboutissent et des peines lourdes sont prononcées. Des amendes pouvant atteindre 10 fois le prix de l'objet et parfois même des peines de prison. Les pilleurs sont prêts à repousser toutes les limites, quitte à aller chercher des trésors sous l'eau. Toutes les mers du globe sont les terrains de jeu des trafiquants. Et la Méditerranée, une véritable mine d'or. Sur les côtes françaises, près de 650 épaves antiques sont répertoriées. Avec à leur bord, pour certaines, des cargaisons d'amphores toujours intactes qui attirent toutes les convoitises. Des pièces qui peuvent se revendre plusieurs milliers d'euros l'unité. La loi interdit de prélever tout objet archéologique découvert sous l'eau. Et pourtant, des amphores, on en trouve sur les sites de vente en ligne, comme Le Bon Coin. Beaucoup de particuliers en proposent. Toutes ne sont pas complètes. Il y en a pour tous les prix, jusqu'à 3 000 € l'amphore. Celle-ci attire notre attention. Elle serait romaine à 100%. Nous contactons le vendeur. Le rendez-vous est pris sur la Côte d'Azur. Nous tournons en caméra cachée. Le vendeur est un particulier. Bonjour. Direction la cave, où il a entreposé l'amphore. Bonjour. Bonjour, je dépose ça. Alors, il est là. Ah oui. Vous voulez un coup de main? Avec la petite tienne? La pièce est recouverte de concrétion. C'est lui-même qui l'aurait sorti de l'eau. Ah oui, il y a plein de concrétions. Ouais. Ouais, il est magnifique, ouais, c'est un très bel objet. Hein. Moi, je suis d'origine tunisienne, j'habite en Tunisie, et pas en faisant de temps en temps avec les amis des plongées. Mais sur une épave, vous les trouvez sur une Ouais, épave? ouais. D'accord, génial. Elle était profonde? Ouais, on va dire une trentaine de mètres. Le vendeur reste flou sur la provenance de l'amphore. Il ne dispose pas davantage d'un certificat d'authenticité. Vous pouvez l'authentifier auprès d'un expert, mais il va vous garantir l'authenticité. Ça, je peux vous le confirmer. D'accord.
Et comme vous êtes sûr qu'elle est romaine alors, ce que vous dites que c'était sûr 100%? Bah, j'ai un ami, archéologue. D'accord. Il travaille en archéologie. Je lui ai montré. Ouais. Il m'a dit c'est une très belle pièce. Parce que c'est légal, on peut avoir ça, c'est légal ou pas? Oui. Ça reste un objet décoratif. C'est pas à la revente. C'est pas commercial. Moi, j'ai jamais pensé à la revente. D'accord. Et pourtant, l'amphore est bel et bien à vendre, comme d'autres objets archéologiques que propose le vendeur. Sur le Bon Coin, j'en ai plein de trucs et j'arrête pas de vendre, donc j'en trouve assez souvent. Vous avez plein d'objets archéologiques. Je vends, j'ai des pièces de monnaie un peu romaines. Vous les trouvez où ça? C'est des pièces romaines? Non, ça, c'est dans les brocantes. Si vraiment ça vous plaît, on peut trouver toujours le moyen de s'arranger. C'est une belle pièce, hein, Ouais, je voyais même des crustacés. 1000 € l'amphore. Ok, bon bah écoutez, moi j'ai fait des... Quand une épave contient encore une cargaison complète de plusieurs centaines de pièces, ça atteint vite des sommes importantes. En 2020, 2 pilleurs s'attaquent à un bateau romain échoué au large de Cannes, le Fort Royal. L'affaire a fait la une des journaux. Pilleurs d'épave, ceux du Fort Royal 1. Lundi dernier, les 2 pirates présumés ont été interpellés. Un père et son fils, visiblement spécialistes du pillage d'épaves, puisqu'une perquisition menée dans un garage de la région antiboise a permis de mettre la main sur ces amphores volés. Mais la gendarmerie a saisi près d'une 60aine d'amphores chez les pilleurs. Ces amphores volées, les voilà. Elles sont aujourd'hui stockées dans un entrepôt tenu secret du Drasme, le département de recherche archéologique sous-marine. Arnaud Chomas, le directeur du Drasme, et Franca Sibeccini, archéologue, viennent réaliser un premier inventaire. Et là, tu vois, là, tu as les petites. Là, c'est vraiment les petits modules. Là, ça, c'est un tiers. Celle-là, elle est cassée. Ça aussi. Les amphores ne sont pas toutes en bon état. Elles étaient pourtant toutes destinées à la vente. Il ne faut jamais oublier que le commerce clandestin de biens archéologiques, c'est la 3e activité clandestine au monde après le trafic d'armes, le trafic de drogue. Alors bien évidemment, pas que des biens culturels maritimes, biens terrestres aussi. Mais on sait que la Méditerranée et les pays riverains de la Méditerranée sont un espace particulièrement menacé par cette activité hautement rémunératrice et pour lesquelles les pilleurs sont prêts à prendre beaucoup de risques. On espère qu'avec cette saisie, des gens soient un peu découragés au moins de retourner sur Fort Royal. On a vraiment l'espoir de ne pas avoir de nouveau une mauvaise surprise. Ces amphores volés ne représentent qu'une infime quantité de la cargaison du bateau. Le reste se trouve encore sous l'eau. Une mission d'urgence est dépêchée en Méditerranée pour sauver l'épave et sa cargaison. À bord, Franca Sibeccini dirige la mission. Mais à l'approche du site, l'archéologue s'inquiète. Avec toute l'équipe, on est un peu entre la crainte, parce qu'on a déjà eu la mauvaise surprise l'année passée à la première plongée de trouver les sites explosés quand même par les pilleurs. Et en plus, l'excitation, l'envie de découvrir cette épave qu'on a à peine aperçue l'année dernière, quand on a fait un petit sondage et on a vu qu'elle est vraiment très riche. On l'a protégée, on a mis 30 tonnes de sable. Et là, on espère de retrouver l'épave intacte. L'épave a coulé tout près de l'île Sainte-Marguerite, au large de Cannes. Sur le bateau, toute l'équipe se prépare pour la première plongée de reconnaissance. J'ai fait ça, j'ai prélevé et j'ai recommencé à nettoyer là. On y va ? C'est la première fois que Franca descend sur l'épave depuis le pillage il y a 1 an. C'est assez rapide parce que l'épave se trouve à environ 20 mètres. Camouflée sous une couche de sable, l'épave est à peine visible. Et une fois sur le fond, voilà, le soulagement, parce qu'on voit que les 30 tonnes de sable qu'on a mis sur les sites pour le protéger après les pillages, ça a bien marché, tout est parfait. Le site n'a pas été visité. D'abord, il faut enlever le sable qui recouvre l'épave. C'est un long travail minutieux
qui se fait grâce à ces aspirateurs à sédiments. On va implanter notre nouvelle fouille et on a choisi de l'implanter à l'extrémité nord du gisement. Et là, on commence à fouiller les amphores, on fait du propre. On a prélevé la première couche d'amphores dans les zones où les pilleurs n'avaient pas encore sévi. Les fouilles sous-marines en particulier, ça prend beaucoup de temps et il faut aller sur les couches archéologiques avec beaucoup de précautions. Ils sont très lourds. Là, elle est petite, mais elle est lourde, même si on est sous l'eau, parce qu'ils sont pleins de sédiments. Et après, on les met dans nos filets, on peut les remonter. Sur le pont du bateau, les amphores sont manipulées avec précaution. Pour les conserver, elles vont être vidées de leurs sédiments. Le reste des fouilles est un puzzle que le pillage rend particulièrement énigmatique, car les vestiges ont été mélangés et n'ont plus de cohérence entre eux. On est encore dans une zone qui a été très perturbée par les fouilles des clandestins, avec d'un côté beaucoup de framants cassés à l'époque par les pillages, et de l'autre côté aussi une zone qui est vierge, c'est-à-dire qui n'a pas été touchée par les clandestins, mais qui a subi un fort impact au moment du naufrage. Cette épave va aider les archéologues à comprendre les routes du commerce à l'époque. Les bateaux chargés de vin partaient des grandes régions viticoles au nord et au sud de Rome. Ils desservaient toute la Gaule. On pense que ce bateau pouvait faire route vers Marseille, appelé Massilia, le grand port de l'époque. Il se serait dérouté vers l'île Sainte-Marguerite en raison d'une tempête. Mais il a chaviré avec son chargement et n'est jamais arrivé à destination. Les archéologues du Drasme poursuivent leur exploration sous-marine de l'épave Fort-Royal. Ils vont aller de surprise en surprise. La coque est très bien conservée, les bois sont très bien conservés. Pour un bois qui est passé plus de 2000 ans après un violent naufrage, on commence à dégager la deuxième couche d'amphores. Dans ces zones-là, les amphores sont particulièrement bien conservées. Et voilà, une très belle découverte. Ça, c'était une belle surprise. Une toute petite cruche en miniature. Cette petite cruche est un premier indice qui permet aux archéologues de mieux comprendre l'agencement du bateau. Mais la prochaine découverte va être déterminante. Très délicatement, on met en évidence un bol. C'est une découverte très importante parce que ça nous confirme qu'on est dans la partie cuisine du navire. Et ça nous parle aussi de tout l'équipage. De retour à bord, c'est l'heure des expertises et des bonnes surprises. Intriguée par le petit bol, Franca veut l'observer de plus près. Ah, voilà! Il y a une lettre marquée leur céramique personnelle, avec parfois les noms, parfois un symbole. Donc c'est effectivement de la céramique de la dotation des bords. C'est pas un peu chic pour de la dotation de bord? Non. Non. Ça, à Naples, c'est une production presque industrielle. Ça n'a pas juste été fabriqué pour être vendu, mais que voilà, y a quelqu'un qui l'a utilisé et c'était sa gamelle quotidienne. Ça, c'est sa belle gamelle quotidienne. C'est les petits plus de la journée. Retrouver ce petit bol est une chance. S'il avait été volé, les archéologues n'auraient peut-être pas pu identifier la cuisine du bateau.
et ainsi comprendre l'épave. À l'issue de ces 3 semaines de fouilles, près de 300 amphores entières ou fragmentaires ont été remontées. Mais ce n'est pas tout. D'autres pièces exceptionnelles ont été sauvées du pillage. Ça, c'est une petite bouteille. Normalement, c'est des bouteilles pour des huiles parfumées, des huiles utilisées avec des finalités médicamentales, c'est-à-dire des huiles qui étaient utilisées pour soigner. Voilà. Ici, un stylet en bois dur rarissime. Moi, personnellement, je n'ai pas mémoire d'une autre épave dans laquelle on a trouvé ce type d'objet. Quoique, il devait être utilisé à bord. Par exemple, ça servait pour écrire sur des tables cirées. Et ça devait être un objet qui, au moins, les commandants ou les commerçants devaient avoir, parce que pour pouvoir écrire même simplement la liste de leurs marchandises. Mais c'est la première fois. En plus, il est dans un état parfait. Sauvée aussi, cette petite cruche que Franca a remontée lors de sa dernière plongée. Ce type d'objet, on le trouve dans les tombes parce que c'est des conteneurs normalement utilisés pour des huiles parfumées, mais sur une épave, c'est assez exceptionnel. Je suis trop contente. Non, mais c'est vraiment, ça a dépassé, mais très largement toutes nos meilleures attentes, tous nos espoirs. Ah ouais, à tous les niveaux, par la coque, pour les études sur les bateaux en lui-même, et par la céramique, l'étude de la cargaison et de la vie à bord. Malgré le pillage, les archéologues du Drasme ont réussi à sauver une quantité impressionnante de vestiges du passé. Ils permettront de mieux comprendre les routes du commerce du vin en Méditerranée, 2 siècles avant notre ère. Sur cette épave, on a commencé avec Massacre et on finit avec un grand succès pour moi, pour toute l'équipe. Cette campagne de fouilles durera 5 ans. Franca reviendra l'année prochaine explorer une autre zone de l'épave Fort-Royal afin de mettre définitivement à l'abri les trésors qu'elle recèle encore. En Libye, Vincent Michel est déjà à pied d'œuvre. Il doit inspecter le site archéologique le plus sensible de Cyrène. Alors on est à l'extérieur de la ville, dans la zone de nécropole, qui entourait en fait toute la grande cité de Cyrène. C'est l'une des plus grandes nécropoles du monde antique. Il y a des dizaines de milliers en fait, de tombes qui forment un anneau continu de 30 km autour de la cité. Cette nécropole a été fondée par les Grecs, puis utilisée par les Romains, qui leur ont succédé à Cyrène 5 siècles plus tard. C'est un des sites qui a été le plus pillé dans le monde ces 10 dernières années. Un trafic de statues antiques qui a été révélé par Vincent Michel et la mission française d'archéologie. Alors là, les 2 types d'objets en fait, qu'on trouve particulièrement sur le marché de l'art proviennent d'ici, de cette nécropole. Et ce sont donc des divinités funéraires d'époque grecque et puis des portraits funéraires qui datent plutôt de l'époque romaine. Donc on est à l'origine en fait, d'un trafic qui n'a de cesse en fait, de croître depuis 2011, depuis les printemps arabes. Et on voit vraiment une augmentation des objets qu'on réussit en fait, à détecter en fait, donc, sur le marché de l'art français mais aussi international, qui prend de l'ampleur depuis 2013-2014. Et c'est vrai qu'on est passé de à peu près 160-180 statues à plus de 300 maintenant, qui circulent dans le marché de l'art. Avant de pousser plus loin ses explorations dans la nécropole, Vincent Michel a un rendez-vous très attendu au Musée des Antiquités. C'est là que sont conservés quelques exemples des fameuses statues funéraires tant convoitées par les trafiquants. Il retrouve Asmaïl Dakil, le directeur du musée qu'il connaît bien, mais qu'il n'a pas vu depuis 12 ans. Comment allez-vous? Bien, je vais bien. Tout va bien? Bien, je vais toujours bien, toujours. J'aimerais vous montrer quelque chose.
Alors ça, c'est un ensemble des pièces archéologiques trouvées par des citoyens ordinaires, des habitants de la ville. Cela montre que même les citoyens sont conscients de l'importance des pièces archéologiques et de l'importance du patrimoine culturel. Superbe, superbe. Donc c'est vraiment ces portraits funéraires qui font l'objet de trafic, hein, qu'on va vraiment retrouver vraiment partout, dans toutes les grandes plateformes Internet. Ces statues vont traverser le pays du Golfe ou bien directement via la Jordanie et l'Égypte, et puis se retrouvent en fait chez des marchands, donc à Jérusalem ou autre part, hein, mais vendus non pas comme des objets venant de Libye, mais venant comme des objets venant de Terre Sainte, de la terre de Jésus, de Moïse, etc. etc. Et c'est blanchi, en fait. On a rompu, en fait, le lien avec le crime, le délit d'origine, c'est-à-dire le pillage. Ce buste funéraire va rejoindre les collections de ce musée. Ici sont conservés les vestiges les plus précieux trouvés à Cyrène. Un trésor que le directeur et son équipe ont dû défendre lors de la Révolution. Pendant la Révolution, il n'y avait pas de sécurité, ni de loi, ni de police. Ensemble, on a effectué un travail d'équipe et dormi devant le musée, dans nos propres voitures, et aussi dans l'enceinte, pour protéger les œuvres, parce qu'on craignait qu'un groupe de pilleurs vienne cambrioler le musée. Parmi ces chefs-d'œuvre, Vincent Michel est venu voir des statues trouvées elles aussi dans la nécropole, sur lesquelles il concentre toute son attention depuis ces dernières années. Moi, je les adore. Elles sont hyper émouvantes parce que voilà, enfin, elles sont pensives, elles sont nostalgiques, elles ont le regard incliné. Voilà. Et donc il s'agit vraisemblablement de Perséphone, hein, de cette divinité funéraire qui veille sur le monde des morts. Et elle a toujours de la main gauche, finalement, donc ce geste hein, de l'anacalapsis, c'est-à-dire elle se voile ou elle se dévoile, elle se figure, elle se défigure. Hein, et puis l'autre bras est ramené au niveau de l'abdomen. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez caractéristique. Et ça, ce sont des objets qui ont été pensés, conçus et utilisés uniquement là. C'est ce détail qui lui permet de les reconnaître sur le marché de l'art. Ça peut se vendre, effectivement, 300, 400 000 livres ou euros. La plus chère que l'on ait, effectivement, a été estimée à 2 millions. 2 millions de livres sterling. Donc il y a de l'argent en fait. Et l'idée c'est que le fait d'alerter en fait la population, c'est de se dire voilà, devant une telle beauté, méfions-nous en fait. Derrière n'importe quel objet peut se cacher une infraction. Ne soyons pas complices de cela. Et ça, c'est mon but suprême, c'est ça, c'est faire en sorte que la Libye puisse se réapproprier son histoire à partir de son patrimoine. Mais si on enlève son patrimoine, quelle histoire raconter ? L'archéologue repart vers l'immense nécropole. Les tombeaux s'étendent à perte de vue à flanc de coteau. Un terrain d'exploration gigantesque pour Vincent Michel, qui recherche maintenant les sépultures pillées. Dans l'Antiquité, c'était un quartier vivant avec des rues, des places, des tombes modestes et d'autres prestigieuses. Et là, on est dans ce qu'on appelle un hypogée, c'est-à-dire une tombe creusée à flanc de colline, avec cette façade architecturée. Et juste au-dessus, en fait, il y avait une banquette. Et sur cette banquette, eh bien, se trouvaient nos divinités funéraires, hein, à l'époque grecque, entre le 5e et puis le 1er siècle avant notre ère. Et bien évidemment, donc cette ville qui a 1200 ans d'existence, en fait, va continuer d'être bien évidemment réoccupée, notamment à l'époque romaine. Et là, on change de style, où là, on va adopter le portrait funéraire. Hein, c'est-à-dire, c'est pas une divinité pour l'ensemble, c'est chaque défunt, en tout cas les plus riches, hein, eh bien, se faisait représenter. Et on a ainsi ces petites niches hein, qui sont alors, soit en façade, soit sur les murs latéraux, qui sont creusées hein, pour déposer en fait, eh bien, le portrait des défunts. Les trafiquants le savent, et qu'est-ce qu'ils font ? En fait, ils creusent à l'aplomb de ce frontail pour découvrir les objets qui sont en lien avec la tombe.
La journée avance et l'archéologue n'a toujours pas trouvé ce qu'il cherche dans ce terrain difficile. Il traque les indices qui pourraient révéler le passage des trafiquants. Quand tout à coup... Extraordinaire. Extraordinaire. Moi, c'est quand même la première fois que je vois ça, de trouver nos divinités funéraires comme ça, à ciel ouvert, à proximité d'une tombe qui a tous les stigmates qui nous montrent que c'est une tombe qui a été pillée. Il y en a eu une deuxième ici. Pour un archéologue, c'est extraordinaire. Ça, c'est un pillage qui a quelques mois, hein, pas plus, hein, à mon avis. Donc là, on voit vraiment qu'on est devant une tombe pillée à la différence de couleur. Entre le gris qui a été exposé justement depuis très longtemps aux embruns, à l'oxydation, et puis toute la partie ocre, qui à l'origine était enfouie, a été enlevée par les pierres. Généralement, c'est pour dégager l'entrée des tombes, ce qui leur permet effectivement donc, de ramper et de découvrir toutes sortes d'objets. C'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'en fait, on peut enfin associer ces deux divinités funéraires qui devaient se trouver en fait sur la banquette, qui sont tombées. On ne sait pas préciser donc la période, qui a dû être dégagée peut-être par les pierres déjà, mais laissée en attendant peut-être de les récupérer plus tard. Ils sont d'abord intéressés en fait aux petits objets, dans l'espoir de revenir. Heureusement, ils ne sont pas revenus. Donc là, notre travail, c'est de les répertorier, de prendre en photo, de prendre le point GPS, et puis de travailler de concert, bien évidemment, avec le département des Antiquités. Donc ça, c'est unique, effectivement, de pouvoir trouver encore in situ la tombe, les traces de pillage, et puis, oui, c'est de magnifiques divinités funéraires. Cyrène fait partie des sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors malheureusement, depuis 2016, sur la liste du patrimoine en danger, à la suite justement de tout ce qui s'est passé avec Daesh en Syrie et en Irak. Mais voilà, l'idée c'est justement de faire en sorte que le site puisse être protégé du pillage, des vols, pour que justement ce site de Cyrène puisse sortir du patrimoine en danger et retrouver en fait son faste d'être patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais le combat de Vincent Michel ne s'arrête pas là. Il part pour Jérusalem, remonter le réseau des pilleurs de Cyrène. Dans la ville sainte, l'archéologue espère retrouver la trace des statues funéraires de la nécropole, comme il peut en retrouver dans les pays du Golfe, mais aussi dans les salles des ventes de New York, Bruxelles, Genève ou Paris. Cette séquence est tournée en caméra cachée car il a repéré des statues dans un magasin d'antiquités. Déjà, il y a celui qui est en face de moi, avec le collier autour. Un premier buste en marbre est exposé en vitrine. L'archéologue pénètre dans la boutique, certain de découvrir d'autres pièces pillées. Ça, c'est ça. C'est vraiment le buste funéraire par excellence. Des petits bustes qui sont bien datés entre le 1er et le 3e, 4e siècle. Et là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, au moins 7 bustes funéraires qui proviennent de Libye, qu'on reconnaît assez immédiatement. En fait, ils sont plus ou moins de la même taille. Ils sont coupés à mi-épaule. Et puis ils ont tous, à chaque fois, cette couleur un peu orangée, qui est la marque en fait, des objets qui sont enfouis dans le sol. En Libye, c'est vraiment ce qu'on appelle la terra rossa, donc la terre rouge, qui va imprimer en fait le marbre. Mais ça, après, on trouve effectivement les marques aussi parfois des plieurs. Donc c'est le fait que le piochon va casser accidentellement donc le marbre qui donne ce genre d'éclat. Vous avez trouvé ça à Jérusalem? Oui. Ah, à Jérusalem? Oui. Oui, la vieille ville de Jérusalem a été construite sur des restes romains.
Yes, Fanny. Ah, merci. Ce sont tous des objets bibliques. Ils ont été trouvés à Jérusalem et en Terre Sainte. Et combien ça coûte? 12 000 $. 12 000 $, le premier prix pour le plus petit buste. Un prix justifié selon le vendeur en raison de la rareté de ces pièces. 98% de ces bustes funéraires pillés en Libye sont revendus en toute impunité sur le marché avec une fausse origine. De quoi exaspérer l'archéologue. Connaître ces statues en contexte de fouilles en Cyrénaïque, donc en Libye, et de le voir ici me pose beaucoup de questions. Comment ces objets ont pu atterrir dans des boutiques d'antiquités, surtout vendus comme des antiquités venant de Terre Sainte. C'est ça qui est scandaleux. Alors on ne peut pas ignorer que ces statues ont été faites, ont été pensées, encore une fois, uniquement pour la Libye, pour accompagner les cendres du défunt. Rendre à chaque objet pillé ou volé son histoire. Voilà le combat des archéologues, des experts ou des historiens de l'art. Défendre et préserver ces trésors du passé qui appartiennent à l'humanité tout entière, afin que ces témoins de nos civilisations puissent continuer à inspirer et enrichir les générations futures.